Bonjour et merci beaucoup à la Fondation d'abord d'organiser cette journée, de me donner la possibilité de venir m'y exprimer et de l'introduction sympathique qui vient d'être faite. Donc effectivement, on pourrait se demander pourquoi donc, dans un colloque sciences humaines et sociales, quelqu'un vient vous parler d'un aspect hautement technologique, le séquençage du génome. Mon but, là, c'est en fait de montrer que tout ce qui, dans la recherche, qu'elle soit médicale, clinique, biomédicale, et qu'elle ait d'autres facettes, toute recherche interroge des aspects qui ne peuvent être adressés que par les sciences humaines et sociales, et c'est le cas du séquençage. Parce que quand on fait maintenant des tests génétiques depuis longtemps, particulièrement dans les maladies rares, beaucoup d'entre vous le savent, on est dans un cadre complexe de données et que ce cadre devient de plus en plus complexe quand les tests qui se font deviennent plus globaux sur le génome. Donc ce cadre, il s'articule autour de choses apparemment simples, hein, l'acquisition des données, la génération des données biologiques, hein, leur gestion, ce qu'on va en faire, l'accès à ces données, leur interprétation, la communication du résultat qu'on tire de ces données et puis leur utilisation. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on génère? Et ces données, aujourd'hui, elles sont bien sûr individuelles, informatisées, on les croise avec d'autres éléments cliniques ou autres, et on ne peut les interpréter à ce niveau de complexité de données qu'en les comparant à la lumière de données sur des populations, sur des échelles qui finalement deviennent de plus en plus précises, et c'est pour ça qu'on parle de médecine de précision. Alors, déjà là, on voit bien que le monde des maladies rares, quand on parle de comparer à des populations, on dit oui, des populations de maladies rares, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça fait appel à de la collaboration internationale. Ça a été mentionné tout à l'heure, ça a été juste mentionné par la représentante de l'Alliance des maladies rares, et c'est très important. Alors, on va repartir d'abord sur les enjeux généraux des tests génétiques, quelle que soit la dimension de ces tests. Il y a la dimension familiale, particulièrement importante pour les maladies rares, et qui n'est pas toujours facile à différencier de l'information, qu'est-ce qui est vraiment individuel, qu'est-ce qui est familial, est-ce que le patient c'est la famille? Bon, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, on a des textes législatifs qui traitent une partie de ces données-là, et c'est particulièrement vrai dans le cadre des maladies rares. Et comment on étudie ça? C'est pas de la technique, là. C'est les sciences humaines et sociales sont nécessaires. On a aujourd'hui la coexistence de différents types de tests génétiques qui ont une valeur médicale inégale. Il y en a qu'on connaît très bien, qu'on sait parfaitement interpréter, d'autres un peu moins, d'autres beaucoup moins. Et quelquefois, on a des informations qui, statistiquement, veulent bien dire quelque chose, mais qui, au niveau individuel, on ne sait pas trop comment l'appliquer. De tels tests existent pour un certain nombre d'entre eux sur Internet, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. On a un changement d'échelle, ça j'en reparlerai, donc je ne vais pas le développer là. Et on a donc cette complexité de l'interprétation des résultats qui requiert une réévaluation au fur et à mesure que ce génome, on le connaît un peu plus, on sait mieux l'interpréter. Tout cela nécessite de la formation des professionnels, de tous les acteurs. Les associations sont demandeuses de formation et d'information. Et puis, on est dans le contexte historique général de la génétique, dont on sait qu'elle n'a pas forcément toujours tenu toutes les promesses qu'elle faisait. Donc, on se demande où on est là. Alors, la médecine, puisque c'est ça dont on parle, elle est extrêmement ancrée dans la recherche, biomédicale en particulier, puisque je parle de séquençage, j'en parlais de biologie, et les évolutions dans le cadre de la recherche préfigurent ou permettent d'anticiper, en tout cas, une partie des évolutions dans la médecine. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les domaines très techniques qui vont s'appliquer de plus en plus rapidement de la recherche vers la clinique. Et finalement, dans ces domaines-là, quand on parle d'études de génome presque entiers ou entiers,
on est passé dans la recherche, de la recherche qui était traditionnellement basée sur des hypothèses contestées, à une recherche où on commence d'abord à s'intéresser aux données, à fouiller les données, et c'est à partir de cette recherche sur les données qu'on génère des idées, des hypothèses, etc. Donc on a changé la façon dont on conçoit une partie au moins de la recherche. Et c'est un peu pareil pour la médecine. La médecine classique, basée sur les phénotypes, particulièrement important dans le domaine des maladies génétiques, des maladies rares, l'aspect familial, etc. Et puis maintenant, on passe à une médecine basée sur, de plus en plus au démarrage, des données. On génère plein de données, on fouille ces données et on en tire des informations qui sont utiles, au moins pour un certain nombre d'entre elles, pour la médecine. Donc on voit bien ce parallèle entre ce qui s'est passé dans la recherche et ce qui se passe aujourd'hui dans la médecine, et les sciences humaines et sociales étudient ces phénomènes. Et ce n'est pas loin et éloigné de ce qui préoccupe la Fondation, c'est au cœur, parce que si on comprend comment évolue la façon dont on génère les connaissances, les diagnostics, etc., on va mieux comprendre comment il faut s'organiser et quels avis il faut prendre en compte. Alors, les changements technologiques dont je parle influencent les pratiques médicales, les professions qui sont impliquées, toutes, l'organisation des systèmes de santé, l'organisation elle-même, les relations entre les patients et les professionnels. On a beaucoup parlé à propos d'Internet, mais c'est pareil pour les changements technologiques de façon plus large. Et ces changements, ils amènent des frontières qui sont classiquement assez bien définies, à être floues. Et c'est ça dont je parlerai dans les minutes qui vont suivre. Donc, quand on considère le séquençage, qui va devenir quelque chose de pratiqué de plus en plus, il y a une dimension qui est la gouvernance éthique de l'utilisation des données qu'on génère. On a des nouveaux outils, très bien. On génère peut-être des nouveaux risques, des nouvelles questions en tout cas. Est-ce qu'on génère des nouveaux devoirs et des nouvelles façons de pratiquer la médecine ou la recherche? Quels sont les enjeux pour le passage en clinique de ces technologies de séquençage qui se sont développées d'abord en recherche? Alors les données génétiques, quel que soit leur contexte de génération, elles sont reconnues comme appartenant à des données sensibles. Donc on voit bien qu'il va y avoir tout un enjeu autour des données et de comment on va les protéger. Ces données génétiques qui, classiquement, on pouvait les anonymiser quand on en faisait de la recherche, etc. Maintenant, quand on a des séquences entières ou presque entières, ce qui est nécessaire dans un certain nombre de cas déjà en clinique, on voit bien que la notion d'anonymisation, elle est un peu virtuelle. Dans la recherche, classiquement, on disait, bon, bah, écoutez, on génère des informations qui ne sont pas encore validées, donc on ne va pas vous donner des résultats précis individuels. On va générer des articles et on vous expliquera qu'est-ce qu'il y a dans ces articles. Maintenant, à travers les données de séquençage, on génère des résultats qui peuvent être utiles pour la santé des personnes, mais qui sont générés dans le cadre de la recherche. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a aussi tous les aspects de consentement, un consentement à des données dont on ne sait pas exactement comment les interpréter, qu'est-ce que ça veut dire, donc on voit bien ça. Et puis il y a des questions sur les données elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est? On parle des données brutes, ce qui sort de la machine à séquencer, des séries de lettres, là, ATT, GC, etc. On parle des données interprétées pour ceux qu'on sait interpréter aujourd'hui, et puis pas de tout le reste. On parle des données qu'on interprète à différents niveaux de certitude, de connaissance du génome aujourd'hui. On est dans les probabilités, là. Cette interprétation, je vous l'ai dit déjà, elle évolue avec le temps, avec la connaissance du génome. Est-ce qu'il faut y revenir dessus régulièrement, pas régulièrement? Qui doit demander ce retour sur les données? Est-ce qu'on doit anticiper jusqu'où ce qu'on va aller regarder dans toute cette séquence qu'on va générer, parfois maintenant dans la clinique? Et qui c'est qui choisit tout ça et qui c'est qui le fait? Pour répondre à ces questions,
On n'a pas besoin de... Enfin, on a besoin de gens qui font les séquences, mais on a surtout besoin de gens qui approchent par différents aspects de psychologie, de sociologie, de recherche dans santé publique sur l'organisation du système de santé, sur les relations entre les acteurs sociaux que sont les associations, les patients eux-mêmes et les médecins, le corps médical, etc. Donc on voit bien que là, on a besoin de sciences humaines et sociales à différents niveaux. Alors ces génomes, ça devient du diagnostic aujourd'hui, particulièrement dans le domaine d'un certain nombre de maladies rares. Ça va devenir techniquement intéressant parce que sur le plan économique, au moins la génération des données, c'est quelque chose qui devient petit à petit envisageable au niveau coût. C'est complexe. Et puis, traditionnellement en génétique, et les patients dans le cadre des maladies rares, les familles le savent, on a le droit de savoir ou de ne pas savoir. C'est le droit absolu. Je veux connaître des résultats d'un test génétique ou je ne veux pas. Et puis là, on a des niveaux d'information tellement différents. On peut avoir des informations qui se révèlent à l'occasion d'un test qui n'ont rien à voir avec le sujet, le motif de consultation, mais qui peuvent être utiles pour la santé. Jusqu'où peut-on effectivement exercer ce droit absolu de savoir ou de ne pas savoir? Là aussi, il y a besoin de recherche. Là aussi, on a besoin de savoir ce que les patients en pensent, comment c'est vécu par les professionnels de santé. Et tout ça, c'est de la recherche en sciences humaines et sociales. Alors, vous savez qu'il y a, on parle du plan, troisième plan maladies rares, mais il y a un plan qui a été rendu public cette année, qui est un plan de médecine génomique. Et ce plan, qui est vaste, qui va durer un certain temps, et qui commence par des projets pilotes à se mettre en place, dont certains du côté des maladies rares, a 3 mesures qui font directement appel à des enjeux sociétaux et qui comprennent ces 3 mesures-là, dont la mesure 8 qui est sur les dimensions éthiques, de tous les aspects de cette application du séquençage en clinique, la mesure 12 qui s'intéresse à une science sociale qui est l'économie. Qu'est-ce que ça va donner tout ça dans notre système de santé? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on en attend? Donc de la recherche en économie et de la recherche aussi, avec bien sûr de l'action là-dedans, derrière, mais des aspects de recherche sur comment on consulte la population. Alors avec les maladies rares, j'allais dire, on a des partenaires identifiés, les associations, etc. Ce n'est pas le cas dans toute la médecine et le plan est général. Donc on a un avantage du côté des maladies rares pour mener ce genre d'action et de recherche et l'implication donc des acteurs de la société concernés. Donc vous voyez qu'au niveau d'un plan très général qui adresse tout particulièrement le fait de faire passer en clinique le séquençage qui s'est développé en recherche, 3 mesures de ce plan comprennent des aspects et il est spécifiquement mentionné dans ces 3 mesures des actions de recherche en sciences humaines et sociales, au-delà de l'implémentation pratique. Alors, quelques mots maintenant sur qu'est-ce que change cette large échelle des tests, puisque d'un test sur un ou quelques gènes qu'on fait depuis longtemps, on passe à aller explorer largement le génome. Alors c'est ce floutage dont j'ai parlé tout à l'heure. Le séquençage génère des données qui sont utiles pour la recherche, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de protocole précis derrière. Comme d'habitude, en recherche biomédicale, on fait un protocole de recherche et puis on vous demande si vous voulez participer à un protocole de recherche qui est bien cadré. Là, on génère des données, on va faire des bases de données. Et c'est l'utilisation de ces bases de données qui va permettre d'avancer, de générer des connaissances qui seront très rapidement, pour certaines d'entre elles, applicables au diagnostic et aux patients. Mais ça ne va pas passer par un protocole de recherche. Donc, du coup, tout notre encadrement de recherche, il est un peu branlant là. On ne sait pas trop comment se débrouiller avec ça. De même, des données générées sur un patient donc, qui sont confrontés à d'autres vont donner des informations qui vont permettre d'entrer en jeu dans la prise en charge d'autres patients.
Et puis, on peut, je l'ai déjà dit, générer des informations de santé au cours de recherche, mais hors même du champ de questionnement de la recherche en question. Donc, on se trouve avec ce fatras de questions qui sont communes à la recherche et à la clinique. On constitue donc ces bases de données qui vont croiser des données de recherche, des données de clinique. Il y a le problème de la réidentification à partir des données. Vous savez qu'on a une législation qui protège et on ne doit pas pouvoir remonter aux personnes au cas où on utiliserait ces données à leur encontre. On a des lois pour ça, mais les données ne sont pas vraiment dans les catégories qu'on peut dire identifiants ou pas identifiants. On passe de l'un à l'autre. Donc là aussi, comment faut-il adresser ça ? Le consentement classique, qui est pour quelque chose d'assez précis, là, quel est le degré de précision quand on va faire toute une séquence et qu'on ne sait pas interpréter tout ce qu'on va générer? Bon, là aussi, on est un peu mal à l'aise. Et on se demande s'il faut qu'il y ait un consentement spécifique et jusqu'où. Et finalement, l'ensemble de ces questions requiert des recherches pour comprendre, pour expliquer, pour confronter des points de vue, etc. Ça ne peut pas être 3 personnes dans un coin ou le plus beau comité du monde qui peut trouver les solutions. Il y a besoin d'impact issus de recherche. Alors, les limites qui se floutent, c'est un peu partout. Je vous ai déjà parlé de la question clinique spécifique, et là, on explore le génome, et on va forcément trouver autre chose que la question clinique précise. La pratique clinique et recherche, je viens de souligner cette, disons, dichotomie qui est classique, qui est bien connue. Et puis là, les frontières sont poreuses entre les deux. Les protocoles de recherche versus la découverte d'informations utiles, donc de connaissances, à travers de la fouille de données, qui ne correspond pas à un protocole. Un mélange d'informations reliées à la santé dans ce génome et d'informations non reliées à la santé. À quoi faut-il s'intéresser? À quoi ont droit les personnes? Quel est leur avis sur la question? Qu'est-ce qui est raisonnable de faire? L'information génétique, alors on parle de l'ADN, on parle de morceaux du corps. Et puis ça devient de l'information, ça devient virtuel. Alors là aussi le flou entre le corps humain et l'information. Et ça, sur le plan de notre législation, c'est 2 corpus différents. Et là, tout est un peu mélangé. Et puis il y a l'utilité clinique, qui c'est qui la définit, jusqu'où on s'arrête, qu'est-ce qui est vraiment l'utilité clinique, et puis l'utilité personnelle, les gens qui sont intéressés par des informations sur eux-mêmes. Et en générant ces séquences, on se trouve en face de tout ça, et de ces frontières qui finalement se mettent à devenir poreuses. Et pour comprendre comment on peut se sortir de toutes ces questions, il faut bien sûr de la réflexion, mais il faut aussi de la recherche dans différentes sciences sociales. Bon, alors ça, je l'ai déjà dit. Donc ça intéresse tout le monde, ces questions, les patients et participants, les professionnels de santé, tout le monde ne se pose pas les mêmes questions, mais chacun s'en pose, les chercheurs, les autorités administratives, et j'ai peut-être encore oublié des acteurs, mais on a intensément besoin, sur ces questions-là, d'avoir de la recherche sur ces différentes catégories, si je peux employer ce mot, d'acteurs concernés par ces évolutions technologiques qui arrivent, débarquent, j'allais dire, en médecine. Alors, il y a beaucoup de discussions qui se passent partout dans le monde. J'ai parlé dans ma première phrase de l'international. Et en particulier, il y a un domaine qui fait débat, sur lequel il n'y a pas de consensus ni national ni international pour le moment. Il y a des avis, il y a des recommandations qui ne sont pas toutes dans le même sens, et qui concernent qu'est-ce qu'on va faire des informations, surtout potentiellement utiles pour la santé, et qu'on découvre à l'occasion de l'exploration de ce génome, mais qui n'était pas la question initiale du diagnostic, où on cherchait à avoir un diagnostic pour une maladie rare donnée, par exemple. Et ça, c'est commun à toutes les utilisations du séquençage. Et il y a actuellement, ça fait partie des débats qui ont lieu, et je pense qu'il serait extrêmement utile, et ça se fait, qu'il y ait des sociologues qui étudient la façon dont se passent ces débats, parce que si on ne comprend pas non seulement les termes du débat, mais la façon dont il est mené, qui joue, qui applique, on aura du mal à comprendre la portée des recommandations qui en sortiront. Donc je conclus.
en disant qu'un cadre responsable du développement technologique et des outils de recherche et des outils de la médecine personnalisée, qui inclut l'aspect prédictif, ça c'est au niveau des maladies rares et des maladies génétiques familiales, c'est quelque chose qui est bien connu. On ne peut pas concevoir ça sans une analyse anticipée des valeurs en jeu, et pas seulement sur un plan philosophique, mais aussi sur un plan d'étudier avec des données empiriques qu'est-ce qui se passe, comment les personnes réagissent à ce monde de questions que je vous ai un petit peu brossé. Et là, c'est mon credo personnel, j'allais dire, les choix de valeurs sont au cœur des choix dans la façon dont se mènent les systèmes de santé, les systèmes de protection sociale. Il ne présuppose pas une soumission systématique, comme je l'ai appelé, à un impératif technologique, mais on ne peut pas non plus ne pas mettre au service de la médecine et de la société ce que les technologies nous permettent. Donc il y a nécessité d'études pilotes, c'est ce que propose le plan de médecine génomique. Les nouveaux outils, j'ai parlé du séquençage, il y en aura d'autres, se traduiront par une installation de nouveaux modes de soins et de prise en charge, c'est tout l'enjeu de ce plan, à condition que, premièrement, en soit analysées toutes les dimensions, que soient pratiquées les recherches nécessaires, y compris des recherches en santé publique, parce que ça force le système de santé à s'organiser différemment pour certains aspects de ce qu'il est pour le moment, et des recherches en sciences humaines et sociales, et que soit intégré dans le processus de décision l'ensemble des acteurs. Là, je pense que je parle à des convaincus sur cette question, et les maladies rares sont le domaine où les acteurs savent, et depuis longtemps maintenant, ont su se faire entendre et savent, j'allais dire, œuvrer très intelligemment dans ce contexte-là. Alors, je remercie mes collaborateurs, on travaille sur ce domaine-là dans l'équipe de recherche. J'ai passé la main en janvier dernier à Emmanuel Rial pour diriger cette équipe. On fait des recherches dans le cadre de projets européens. Et je termine en vous faisant une invitation. Alors, cette invitation, elle est pour ce qu'ils appellent ESOF, ça veut dire Euroscience Open Forum, qui se passera à Toulouse, donc c'est ma ville, ça a été dit, en 2018, et qui couvre en fait l'ensemble des sciences. Ce n'est pas du tout une manifestation scientifique spécialisée, c'est extrêmement interdisciplinaire. Et il y aura des sciences humaines et sociales, et cette espèce de grand congrès, de manifestation, se double de sciences dans la ville, donc vers les citoyens en général. Et ce qu'on souhaite au niveau de l'équipe organisatrice, c'est qu'il y ait des acteurs sociaux, c'est qu'il y ait des associations qui fassent partie des proposants de sessions, qui n'y ait pas seulement des chercheurs. Et ça, je pense que le modèle dont on parlait tout à l'heure des appels d'offres dans le cadre de la Fondation des maladies rares génère ce type de possibilités avec une dimension supplémentaire, il faut que ce soit européen. Donc il faut trouver des collègues ailleurs pour co-proposer. Donc j'espère qu'il y aura des sessions là-dessus à Toulouse en 2018. Merci. Merci Yann d'avoir dressé le tableau des questions générées par les nouveaux développements technologiques dans le domaine de la génomique et son application diagnostique. Nous avons quelques minutes pour des questions. Peut-être je peux commencer par une question en attendant que les personnes lèvent la main. Il me semble, c'est une question-suggestion en même temps, une dimension de l'analyse de cette nouvelle situation est la dimension de la sociologie des institutions. Je m'explicite. Le diagnostic, c'est du domaine de l'activité médicale, donc en termes d'institutions, au moins les hôpitaux, la CNAM, certainement, et l'identification éventuellement de mutations de nouveaux gènes ou d'autres considérations de ce type sont du niveau de la recherche, avec un interface, tu nous l'as évoqué sous forme de questions, qui est évident et qui est aujourd'hui quotidien. Mais la pratique, enfin je parle avec ma petite expérience personnelle, c'est que la confrontation de ces institutions n'est pas tout à fait simple, chacun ayant une volonté de pouvoir posséder l'accès aux informations. Et en même temps, il y a une autre dimension, c'est que de temps en temps, il peut y avoir une notion de valorisation économique, mais à contrario, il y a un coût.
Donc, à mon avis, la cohabitation absolument indispensable, on souhaiterait l'intégration du rôle des institutions dans ces développements, n'est pas une affaire tout à fait simple et qui mérite étude. Mais ton sentiment m'intéresse beaucoup sur ça. Oui, tout à fait. Oui, quand je disais que l'évolution du système de santé, c'est vrai que la mission a été vue beaucoup plus sur le soin que sur la prévention aussi. Les mondes de recherche jusqu'aux encadrements législatifs de la pratique des tests génétiques dans le cadre de la recherche et de la pratique des tests génétiques dans le cadre clinique, c'est déjà pas la même chose. C'est différent et on voit bien dans les discussions qui ont lieu actuellement pour l'implémentation du plan de médecine génomique que ces mondes-là, effectivement, se frottent avec l'idée d'aboutir à ce qui servira le mieux quand même les patients, et la production de connaissances est aussi au service des patients. Mais en même temps, dans des cadres qui sont parfois extrêmement rigides, parce qu'on est du niveau de la loi, derrière laquelle, si j'ose dire, on peut aussi se cacher du point de vue des chercheurs pour ne pas partager des informations en disant « je ne peux pas partager, en fait c'est pour se les garder pour soi », l'éthique quelquefois à bon dos, du point de vue de la loi en disant « ben non, on ne peut pas bouger ça et ça parce que ce n'est pas compatible avec les textes qui régissent ces deux exercices qui sont différents ». Là aussi, une loi s'interprète, une loi a son histoire, elle a un esprit, elle a une lettre, et elle est contextualisée au moment où elle existe. Mais après, bon, c'est la loi. Donc là aussi, je pense que la volonté des institutions de vouloir aboutir en pratique à des solutions effectives ne peut être que poussée, j'allais dire, par des recherches, l'étude de ces sociologies des organisations, comme tu le disais, mais aussi par les acteurs qui, là, répètent en permanence « oui, mais nous, ce qui est important, c'est que ça avance, et donc il faut trouver des solutions qui le permettent ». Et c'est extrêmement utile, même au niveau des agences et autres, d'entendre cette voix en permanence. Donc, et de la recherche et du dialogue. Oui, merci pour cette très belle introduction. Juste une question, enfin peut-être deux remarques ou questions. Est-ce que en France, dans ce débat sur le droit de savoir et le droit de ne pas savoir, on a beaucoup privilégié le droit de ne pas savoir, qui est très important, mais beaucoup moins le droit de savoir. Et la deuxième remarque, dans l'appel d'offres SHS, on exige qu'il y ait participation d'associations de malades. Or, le Comité consultatif national d'éthique, qui a dernièrement donné un avis sur le séquençage à haut débit et qui a donné plusieurs avis sur des aspects qui concernent les maladies rares, le diagnostic, etc., à ma connaissance, il n'y a jamais eu et il n'y a pas de représentants d'associations de malades, maladies rares ou maladies non rares. Est-ce que ça n'est pas un problème? Alors, la composition du Comité consultatif national d'éthique, puisque c'est ce que tu évoques, effectivement, elle est fixée par des textes de loi. Il pourrait très bien y avoir, par le jeu des nominations des gens qui y sont présents, la possibilité d'avoir des personnes qui appartiennent à des associations, etc. Donc il n'est pas inutile de répéter l'importance de cette présence et de cette voix, parce que par le jeu des nominations, ça peut parfaitement exister. Il n'existe pas en tant que représentant d'eux, tous les gens sont là nommés au titre de leur... il y en a un paquet, en fait, à peu près la moitié, qui sont nommés au titre de leurs compétences et intérêts dans le domaine de l'éthique. Absolument pas pourquoi il n'y aurait pas des gens qui, dans le domaine des associations ou autres, ont des compétences et de l'intérêt dans le domaine de l'éthique. Donc la composition légalement structurée du Comité consultatif national d'éthique ne l'interdit pas. Donc faire entendre la voix que tu viens de faire entendre là est sûrement extrêmement utile, le comité étant en bonne partie en renouvellement actuellement.